Bonjour et bienvenue dans Prépa et Performance. Un sujet très débattu dans la préparation physique est celui des interférences qu'il existe dans le développement des qualités de force et d'endurance. Mais est-ce vraiment incompatible? On va discuter de ça tout de suite, c'est parti. Dans beaucoup d'activités physiques, la performance ne va pas être limitée à une seule qualité. Dans les sports collectifs, les sports de combat, etc., nous allons à la fois chercher à être puissants et endurants. On va donc réaliser ce que l'on appelle de l'entraînement combiné. Celui-ci combine différentes formes d'entraînement. Or, on sait qu'il existe des phénomènes d'interférence entre les développements de qualité de force et d'endurance. On parle ici d'entraînement concurrent. Ça signifie qu'un entraînement d'un certain type de sollicitation va impacter un entraînement d'un autre type. Pour comprendre d'où proviennent les interférences entre la force et l'endurance, nous n'allons pas avoir le choix que de parler de physiologie. Cependant, je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop complexe et trop ennuyeux. Je tiens également à préciser que les éléments de réponse que je vais vous amener aujourd'hui font écho aux recherches actuelles, mais ne sont absolument pas figés dans le marbre. La chose la plus importante à retenir de cette vidéo, c'est qu'on ne sait que très peu de choses à propos de la physiologie de l'humain. Alors méfiez-vous des discours qui affirment des notions. C'est très à la mode pour faire parler sur les réseaux sociaux. Pourtant, des études sortent tous les jours et se contredisent. Également, certaines études sont menées sur des athlètes de haut niveau quand d'autres sont menées sur des sportifs loisirs. Difficile alors d'en tirer des conclusions unanimes. Ici, je me suis basé majoritairement sur des méta-analyses qui dressent un portrait global à l'instant T. Gardez toujours à l'esprit que l'être humain est une machine complexe et qu'il n'existe pas de réponse générale. On peut regrouper l'amélioration des qualités d'endurance à travers la logique de biogénèse mitochondriale. En clair, c'est l'augmentation du nombre de mitochondries. Celles-ci ont pour rôle de créer de l'ATP, c'est-à-dire de l'énergie. Donc, plus on aura de mitochondries, et plus on sera capable de créer et de maintenir dans le temps une création d'énergie. Si l'on remonte notre voie de signalisation cellulaire, c'est-à-dire la chaîne de réaction qui va aboutir à la stimulation de la biogénèse, on trouve PGC1-alpha. C'est une protéine qui va directement impacter le développement des mitochondries. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui stimule PGC1-alpha pour, à terme, stimuler la biogénèse mitochondriale. Pour stimuler PGC1-alpha, il existe 3 facteurs. On va rentrer dans les noms barbares, mais ne vous embêtez pas à essayer de les retenir. L'idée est juste de comprendre le schéma. Nous avons d'un côté P38-MAPK, le complexe calcineurin-calmoduline kinase, et enfin l'AMPK. Cette dernière va beaucoup nous intéresser. La première est stimulée par la contraction musculaire, d'un point de vue purement mécanique. La seconde par les variations de calcium, et enfin la dernière par les variations des stocks d'ATP. Si l'on résume, ce sont 3 facteurs qui sont sollicités à l'entraînement. Donc, lorsque je m'entraîne en endurance, en fonction des intensités, j'impacte ces 3 facteurs, qui jouent sur PGC1-alpha, qui joue à son tour sur la biogénèse mitochondriale. On améliore donc nos qualités d'endurance. Lorsque l'on entraîne la force maintenant, on développe des adaptations neuromusculaires. Nous dédierons prochainement une vidéo au sujet, donc je ne rentrerai pas trop dans le détail. Ce qui nous importe, c'est la synthèse de protéines contractiles qui jouent sur l'hypertrophie. En clair, c'est différentes protéines qui vont s'activer mutuellement pour mener au résultat final, l'hypertrophie. Or, l'hypertrophie est un facteur qui permet d'augmenter la force maximale. Celle-ci est favorisée par une protéine appelée mTOR. Là encore, il y a d'autres étapes intermédiaires, mais je pense que c'est déjà largement suffisant en termes de noms barbares. Lorsque je vais enchaîner un entraînement en endurance et un entraînement en force, l'AMPK que nous avions vu tout à l'heure peut inhiber mTOR. Je dis bien peu car dans les études, ce n'est pas systématique. C'est une information importante à prendre en compte. Donc toute la cascade protéique va être impactée et évidemment en bout de chaîne, l'hypertrophie. Si l'AMPK est activée après une séance d'endurance, elle va jouer comme un frein sur le développement de la force. Il existe donc des réponses moléculaires concurrentes entre les entraînements. Maintenant que nous avons résumé ce qui se passe d'un point de vue physio, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment optimiser nos entraînements pour répondre à ces problématiques. Tout d'abord, il s'agit de savoir ce qui va jouer sur l'AMPK puisque c'est elle qui va inhiber mTOR. Nous avions déjà fait une vidéo sur le sujet, mais les stratégies sleep-low impactent de façon importante l'AMPK. En clair, si l'on cherche à la fois à développer l'endurance et la force, on évitera les séances d'entraînement à jeun. Qui plus est, dans mon explication de la biogénèse mitochondriale, j'ai précisé que l'AMPK était activée par la variation des stocks de glycogène. Donc plus cette variation va durer dans le temps et plus la MPK va être stimulée. Ainsi, on peut penser que manger rapidement post-séance pour régénérer les stocks va limiter l'activation de la MPK. On comprend donc mieux l'intérêt des stratégies de complémentation post-séance. Également, il est intéressant de réfléchir au temps d'activation de la MPK puisqu'elle est sollicitée durant la séance et pendant quelques heures. Sur ce point, on peut constater qu'en fonction de l'intensité de la séance, la MPK est active de 3 à 24 heures. Cependant, même pour des séances très intenses, à partir de 6 heures, son niveau est de nouveau assez bas. On peut donc imaginer que pour des séances très intenses, on cherchera à avoir au moins 6 heures entre nos 2 entraînements, et pour des séances plus légères, 3 heures suffiront. Enfin, un point très important à prendre en compte, c'est que les interférences dépendent de la partie du corps activée. Ce n'est pas un phénomène global présent dans tout l'organisme. Donc, une séance d'endurance en course à pied, impactant les jambes, n'aura pas d'effet sur une séance de force du haut du corps. En découlent évidemment des stratégies d'organisation pour les sports collectifs. On va donc pouvoir varier les types de séances aérobie avec du vélo ou de la course à pied, mais également du rameur ou du ski erg pour les membres supérieurs. Ainsi, on splittera notre entraînement de force en fonction de ce que l'on a fait précédemment. La notion d'interférence est toujours connotée d'aspect négatif. Pourtant, il existe également des interférences
interférences positives qu'il est important de connaître. Les interférences dont nous avons parlé précédemment, rapportées aux activités intermittentes comme les sports collectifs. On cherche alors à être à la fois puissant et endurant. Cependant, pour des activités de nature endurante, comme la course à pied et le vélo, l'ajout du renforcement musculaire peut être intéressant. Le fait d'améliorer ses qualités neuromusculaires, donc la force et l'explosivité, va jouer sur deux facteurs. D'un côté, on augmentera le niveau de puissance, et de l'autre, on améliorera l'économie de course. Donc, si directement après une séance légère, on ajoute de la musculation, on va favoriser la biogénèse mitochondriale, tout en n'ayant pas d'effet négatif sur la force. On parle de potentialisation de la réponse à l'entraînement. Qui plus est, l'entraînement en musculation n'a pas de répercussion sur le développement du VO2 max. Donc, la musculation n'est pas un ennemi du sport endurant, bien au contraire. Pendant des décennies, on a évité la musculation en sport d'endurance parce qu'on avait peur d'être trop lourd. Aujourd'hui, c'est de plus en plus démocratisé, mais à travers du renforcement léger à poids de corps. On est toujours très frileux vis-à-vis des charges. Pourtant, ce qui va développer la force et l'explosivité, ce sont des charges importantes. Nous ferons très bientôt une vidéo dédiée au renforcement musculaire pour progresser en course à pied. Et pour ce qui est du poids, pas d'inquiétude, puisque l'entraînement combiné amène de très bons résultats en termes de perte de masse grasse. Pour modérer le propos, il est important de prendre en compte que les interférences négatives n'ont été constatées qu'à partir de 3 séances d'entraînement en endurance par semaine. Donc, dans un premier temps, si vous ne vous entraînez pas autant en endurance et avec des séances de développement de force à côté, vous n'avez pas à vous soucier de ces interférences. D'autre part, il ne semble pas y avoir d'interférences négatives lorsque les séances sont réalisées en HIIT, donc avec un haut niveau d'intensité et un faible volume. Attention cependant, ça ne veut en aucun cas dire qu'il faut réaliser toutes ces séances d'endurance de cette façon. Sinon, la fatigue accumulée sera bien trop importante. Qui plus est, aucune étude n'a été faite à ce jour sur une saison complète. Est-ce que ces conseils doivent faire l'objet de cycles ou être programmés toute la saison? On s'orientera vers les logiques d'entraînement polarisé pour quantifier l'organisation des séances. Également, pour modérer le propos, les recherches d'Agar ont montré qu'il existe un impact du niveau d'expertise sur les interférences. En clair, plus nous sommes experts et moins nous serions impactés par ces concurrences. De plus, la majorité des études montrent des résultats à l'issue d'une seule journée d'entraînement. Il y a très peu de protocoles réalisés sur l'ensemble d'un cycle. Donc, attention à ne pas tirer de conclusions trop rapides. Pour conclure, on peut dire qu'il peut exister des interférences d'entraînement. Si certaines études montrent un développement moindre de la force lorsqu'elle est combinée avec de l'endurance, ces résultats dépendent de beaucoup de facteurs. L'organisation évidemment, mais également les méthodes de travail en endurance, le niveau d'expertise des joueurs, etc. Pour ne pas prendre de risques, on veillera à espacer nos entraînements de 3 à 6 heures, de bien manger post-séance et de splitter notre entraînement. Si l'objectif prioritaire est le développement de l'endurance, cependant, on pourra enchaîner séances légères et musculation. On améliorera la puissance et l'économie de course. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur ce très vaste sujet des interférences pourra vous permettre de mieux organiser votre entraînement. Comme d'habitude, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Dans beaucoup d'activités... Nous n'allons pas avoir le choix que de parler de philosophie. Allô? C'est que les interférences... Putain. Enfin,